J'ai commencé à écrire évidemment très tôt. Je crois que c'est à peu près le cas de tous ceux qui un jour se retrouvent dans l'écriture. Donc évidemment d'abord dans l'innocence de l'enfance, des textes plutôt ludiques, des petits journaux, mais déjà pas mal de fiction. Et puis bon, comme tout le monde, un petit peu de poésie, pas très bonne, mais qui est peut-être une façon de prolonger les lectures qui nous ont fait rêver. Et je dirais vers 17-18 ans, ce qui m'a vraiment marqué, et ce qui a été mon entrée dans l'écriture, c'est quelque chose qui est un peu moins pratiqué aujourd'hui, c'est le nouveau roman. J'ai vraiment été fasciné par Beckett, par Rob Grillet, par Claude Simon, par Barthes aussi dans un autre genre. Et mon entrée dans l'écriture s'est faite un peu par le pastiche. Ces œuvres que j'aimais, qui étaient la génération au-dessus, c'était quand même déjà des écrivains consacrés. En même temps, j'avais envie de jouer avec elles. Je n'avais pas lu à l'époque, je crois, les textes de Proust sur le pastiche, ni même les pastiches extraordinaires qu'il a fait, mais j'avais cette idée peut-être que se délivrer d'une influence un peu intimidante pouvait se faire à travers le pastiche. Et Omnibus, mon premier livre que j'ai écrit, j'étais encore étudiant, j'avais en fait 19 ans quand je l'ai écrit et 20 ans quand il est paru. Omnibus était comme un pastiche intégral, c'est-à-dire c'est un pastiche du nouveau roman, de ses procédés, de l'écriture de Claude Simon, qui me fascinait particulièrement, mais c'est en même temps une vie rêvée de Claude Simon, c'est-à-dire au lieu de faire un pastiche sur un autre sujet, ben le pastiche, c'était la vie de cet écrivain. Alors cet écrivain qui n'en finissait pas de mourir, de ne pas écrire ses livres et de recevoir le prix Nobel. C'était pas mal d'années avant qu'il le reçoive vraiment, et j'ai été heureux de voir une dizaine d'années après qu'il le recevait ailleurs que dans ce petit roman. Et Claude Simon avait eu l'énorme gentillesse non seulement de le laisser paraître, parce que bon, le livre était un peu impertinent, quoi que ce soit un hommage, et en même temps de l'appuyer aux éditions de Minuit. Donc c'était bizarre, parce que ce livre paraissait dans le lieu même où paraissaient les livres de Simon. Et je crois que c'était un petit peu, sans que je le sache, tout ce qui allait m'intéresser par la suite. Par exemple, la question biographique, la question de l'écrivain, la question de l'écriture était au cœur de ce premier livre d'une façon assez innocente. Et puis il y avait en même temps une dimension de mystification, une dimension de jeu, puisque c'était une vie rêvée, nourrie de détails vrais, jouant dans l'illusion avec ce qu'était Simon, ce qu'il aurait pu être, les textes qu'il aurait pu écrire, une écriture qui aurait pu être la sienne, où se cachaient d'ailleurs quelques citations au milieu du pastiche. Et donc, finalement, sans très bien savoir ce que je faisais, c'était comme peut-être un modèle réduit des choses qui allaient m'intéresser après. Est-ce qu'il y a une sorte de fil conducteur dans tout votre travail? On a un peu l'impression, vu de l'extérieur, que pour écrire, il faut toujours être deux. Ici, il y a vous et Claude Simon, il y a vous et Hergé dans tout le travail que vous avez fait sur Hergé, le travail biographique, le travail de réflexion sur son œuvre, il y a vous et Skeuten dans Les Cités Obscures, etc. On a un peu l'impression qu'il y a toujours un autre, en plus de Peter. C'est que l'écriture est liée à la présence de cet autre. Oui, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai que je prépare depuis des années, avec quelqu'un, un livre sur l'écriture en collaboration. C'est un thème qui me passionne, qui est très peu étudié, et il y a évidemment différents types de collaboration, celle avec un écrivain, ou avec quelqu'un qui pratique la même discipline que vous, celle avec un absent, un grand absent, ça peut être le cas quand j'écris une biographie de Claude Simon ou d'Hergé, c'est quelqu'un qui est là, mais qui n'est plus là à côté de moi, et puis la collaboration avec un praticien d'une autre discipline, une photographe comme Marie-Françoise Plissard, un dessinateur comme Skeuten, ou d'autres dessinateurs, ou un cinéaste, etc. Et c'est vrai que c'est un goût que j'ai toujours eu. Skeuten était un ami d'enfance, on était ensemble sur les bancs de l'école, on a fait ensemble un petit journal à 12-13 ans, donc j'aimais déjà collaborer, et je l'ai encore aujourd'hui. Parfois c'est un goût qui passe, je dirais une fois que la maturité est venue, chez moi c'est resté peut-être comme le signe d'une timidité par rapport à l'œuvre à faire. Ça peut paraître curieux parce que j'ai fait beaucoup, j'ai publié peut-être trop de livres, parce que Oui, des choses c'est la chance. étonnantes, par exemple, même un livre sur Valéry, quelque chose qu'on connaît très peu, mais qui est comme un travail de réflexion sur l'œuvre et la vie de Valéry. Qui est un écrivain qui m'a fasciné, qui me fascine, pas seulement par son œuvre, mais par sa trajectoire. Au fond, c'est un des traits je crois, qui circule à travers ce que j'ai fait, c'est l'interrogation sur le faire, et à travers le faire, peut-être sur les blancs aussi dans sa vie. Oui, bien sûr, mais cette espèce comment dire, de ce que dessine une trajectoire. Et quelquefois, je suis plus intéressé par la trajectoire des gens que par tel ou tel livre.
J'ai besoin de voir une ligne. J'ai peut-être besoin de la voir chez moi, mais je ne la vois pas tout à fait. Il faut peut-être quelqu'un d'autre pour la voir à ma place. Mais c'est vrai qu'il y a cette chose chez moi qui est à la fois de pouvoir produire beaucoup, régulièrement. J'ai la chance d'être un écrivain, entre guillemets, professionnel, et en même temps, d'une certaine façon, de contourner toujours l'œuvre. Peut-être que je la reporte devant moi. Donc le genre roman, par exemple, je l'ai très peu pratiqué. Il y a J'ai la bibliothèque pratiqué, de Villiers, oui, mais qui est un texte de jeunesse l'énigme aussi. policière. Voilà, un faux roman policier, mais qui est une longue nouvelle. Le Transpatagonien, qui a été écrit avec Raoul Ruiz, mais qui est un roman à tiroir, un petit peu bizarre. Les cités obscures, qui ont une dimension littéraire, parce qu'il y a des livres comme Le Guide des cités ou L'Archiviste, où le texte a beaucoup de place, mais qui ne sont pas non plus des vrais livres. Et donc, enfin, vrais livres. Je ne sais pas, au fond, quand on me demande si je suis un écrivain, parfois j'ai envie de dire oui et d'autres fois j'ai envie de dire non. Je veux dire, quand les gens me disent bon, toi tu n'es pas un écrivain, tu es plutôt un scénariste ou un essayiste, alors je dis mais écrivain, qu'est-ce que c'est? Écrivain, finalement, on peut revenir à une définition ouverte et sans me comparer le moins du monde qualitativement à, je sais pas, un Diderot. On peut dire que Diderot, il reste écrivain quand il fait l'encyclopédie, quand il écrit de la critique d'art, etc. Il y a la fameuse distinction écrivain-écrivant. Oui, la distinction de Barthes avec laquelle j'ai grandi, et Barthes aussi, et quel tort peut-être ça a fait à Barthes aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit couper? Alors, en un sens, donc je serais tenté par rapport à ceux qui me dénient la qualité d'écrivain de dire non, je suis écrivain à travers tout, y compris l'écriture d'un scénario de documentaire ou d'une bande dessinée, et puis à d'autres moments, face à ceux qui disent ah oui, l'œuvre multimédia, hein, bravo, la multiplicité des domaines, je serais tenté de dire à l'inverse oui, mais peut-être qu'il y a un contournement de l'écriture. Donc je pense que c'est sur une corde raide. Je pense qu'on a aujourd'hui quelquefois une tyrannie de modèles qui sont peut-être datés. Mais quelquefois quand je dis ça, quand je me dis ça, je me dis tu dis ça parce que tu contournes. Et au fond, je me considère comme inconsolable de la grande œuvre. Mais du coup, la collaboration ou la pratique de genre un peu moins fréquentée, comme la bande dessinée ou le récit photo, c'est aussi une façon d'écrire quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire si on voit, disons Proust, je pourrais citer autre chose, mais disons La Recherche du temps perdu, comme un indépassable. Pour d'autres, ça serait Joyce ou Faulkner ou Kafka, enfin je sais pas, mais qu'on voit ces blocs terribles devant soi, alors où on se dit, mon Dieu, je ne fais rien, et je me mets dans une posture presque blanchotienne, encore que Blanchot, ça ne l'a pas empêché d'écrire, ou bien on se dit, je m'en fous, j'écris des romans comme si de rien n'était, et j'écris des romans comme on aurait pu les écrire il y a un siècle et demi, bon, La Marquise sortie à 5 heures, ou bien on contourne, et moi je contourne, et puis je me dis que peut-être à force de faire des sinusoïdes, de prendre des chemins de traverse, de faire l'écriture buissonnière, peut-être qu'un jour je me sentirai capable de trouver quelque chose qui ne s'inscrirait pas dans un modèle préconstitué, mais au fond un livre qui serait en même temps, c'est très prétentieux, l'invention d'un genre. C'est peut-être ça que je rêverais d'écrire, c'est-à-dire un livre qui ne dise pas j'ai fait un roman ou un poème ceci, mais un livre qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre et qui soit un chemin singulier comme un art poétique au fond. Alors une des choses qui est le plus visible dans votre travail, c'est évidemment tous les textes que vous avez écrits sur Hergé. Bon, il y a eu le monde d'Hergé, vous analysez chacun de ses albums, vous les classez, vous analysez l'évolution de Tintin, etc. Et puis cette fameuse bio, Hergé, fils de Tintin. Alors vous pouvez expliquer finalement, dans votre travail d'écrivain, quelle a été vraiment la place d'Hergé? Parce que c'est considérable, parce que le temps que ça vous a pris, tout ça. Oui, Hergé, c'est une fascination évidemment d'enfance, puis c'est une fascination de jeune homme. J'ai eu la chance de le rencontrer la première fois en 77. Vous avez fait le dernier interview aussi. J'ai fait le dernier entretien avec lui, et la fascination est restée. Alors Hergé, ce n'est pas du tout pour moi un modèle du même ordre que Benjamin ou Valéry, qui sont effectivement, par rapport au côté intellectuel, peut-être des modèles, mais je veux dire que je m'inscris facilement dans cette postérité-là, dans cette tradition-là, toute question de qualité mise à part. Hergé, c'est très différent de moi. Hergé, c'est au fond, bon, disons-le platement, probablement le seul génie que j'ai eu la chance de connaître. C'est-à-dire comment quelqu'un parti de rien, pas très fort, pas très cultivé, a-t-il pu donner naissance à une œuvre qui reste pour moi, pour beaucoup de gens, un miracle. Un miracle de simplicité, de pureté et de profondeur. Et
je me suis interrogé à perte de vue. Alors dans ma jeunesse, j'avais plutôt une approche scientifique, sémiologique, textuelle. Comme on disait, j'ai fait l'analyse, c'était mon travail avec Barthes, des bijoux de la Castafiore, que j'ai lu case à case. Et puis je l'ai lu avec Pierre Sterckx en préparant une exposition autour du dessin. Puis en tant que scénariste de bande dessinée, j'ai redécouvert Hergé d'une autre façon. Je l'ai redécouvert tout à fait différemment en le lisant à mes enfants quand ils étaient petits. Et à chaque fois, j'avais cet émerveillement. Mais peu à peu, mon interrogation s'est déplacée vers la personne, Hergé, vers cette trajectoire artistique, vers ce personnage qui s'était caché complètement, d'abord derrière un pseudonyme, puisque Hergé c'est Georges Remy, mais aussi caché derrière l'apparence un peu niaise, un peu scout qu'il voulait donner. Et donc j'ai essayé de comprendre au fond comment ce personnage s'était construit, et pour moi travailler à une biographie, puisque je prépare maintenant une biographie de Magritte, donc je veux dire la biographie, quelque chose qui continue à me travailler. Pour moi, travailler à une biographie, c'est essayer de dépasser cette vieille histoire de l'homme et l'œuvre, dont on s'est beaucoup moqué. L'idée que, comme ça, l'homme expliquerait l'œuvre, bon. C'est essayer de penser ce qu'on pourrait appeler le rapport sans rapport, ou le rapport paradoxal. Qu'est-ce que la vie quotidienne d'Hergé, ses faits et gestes, son attitude politique, ses rapports avec sa première femme, puis avec sa deuxième femme, sa fidélité à certains amis, ses brouilles avec d'autres, qu'est-ce que tout cela nous permet de sentir de ce qu'il a fait et de comprendre. Et je crois qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est-à-dire que je refuse l'idée qui était au fond celle de ma jeunesse et du monde de ce qu'on appelait la modernité, l'idée de l'œuvre sans auteur, l'idée de la mort de l'auteur. Mais j'ai envie de réinvestir l'idée de l'auteur de biais, de la prendre autrement, c'est-à-dire pas comme l'explication universelle, mais comme une source de rapport dans les deux sens. Évidemment, l'auteur fait l'œuvre, mais l'œuvre fait l'auteur. Et c'est ça le titre, évidemment, Hergé, fils de Tintin. C'est comment Hergé a été inventé par Tintin, comment il avait peut-être besoin de Tintin pour grandir, pour mûrir, pour se cultiver, pour rencontrer des gens, et comment son œuvre, peu à peu, l'a construit. Et peut-être même, en partie, l'a détruit. Alors l'autre face visible de votre travail, c'est Les Cités Obscures avec François Skeuten, dont vous êtes le scénariste. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment tout ça s'est conçu, comment cette série a évolué, etc. Au fond, je ne travaille que dans l'amitié. Alors c'est parfois l'amitié des morts. C'est vrai que j'ai l'impression que Hergé ou Valéry sont des amis lointains. Et dans d'autres cas, heureusement, c'est l'amitié des vivants. Alors, Raoul Ruiz, Marie-Françoise Pissarr et particulièrement Skeuten qui est un ami d'enfance. Et notre collaboration, c'est resté une collaboration de plaisir. Je déteste l'idée professionnelle dans la collaboration. Je déteste les chasses gardées, le scénariste qui fait des scénarios en béton et qui travaille avec un dessinateur qui fait du travail impeccable. Je n'en ai rien à faire, ni des scénarios en béton, ni des dessins impeccables. J'ai envie d'abord qu'on ait envie ensemble de donner naissance à quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avec quelqu'un d'autre. Donc Les Cités Obscures, ce n'est pas Benoît Peeters qui a écrit tout un univers et puis François Skeuten qui l'a illustré. C'est deux personnes qui ont rêvé ensemble à un monde. Il se trouve qu'elles avaient envie d'habiter le même monde. Et il s'est fait, je veux dire, comme un voyage qu'on ferait avec quelqu'un où on choisit ensemble de prendre à gauche plutôt qu'à droite, ou d'avancer tout droit, ou de rester 3 jours à un endroit plutôt que d'y passer une demi-heure. Et donc voilà, c'est ça, c'est cette complicité qui, je crois, innerve l'ensemble du travail et fait que d'une certaine façon, la bande dessinée n'est l'œuvre ni de Skeuten ni de Peeters, mais d'un troisième homme qui serait Skeuten-Peeters, comme ça, une espèce de figure qui aurait donné naissance à un univers complètement cohérent. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'intérêt, à la force des collaborations longues. Bien sûr, j'ai du plaisir aussi parfois dans des collaborations plus ponctuelles, mais je pense qu'une collaboration longue, c'est peut-être un moment d'abandon, et c'est peut-être retrouver, par un tout autre biais, sous une toute autre forme, un engagement que la solitude peut donner aussi. Mais c'est quoi ce monde des cités obscures? Ce monde des cités obscures, c'est un monde possible. Ce n'est pas un univers de science-fiction, c'est au fond une dérivation, une légère dérivation dans l'espace-temps, une espèce de fourche. On pourrait dire que dans les années 1850, eh bien, l'Europe aurait connu un développement un petit peu différent, les techniques, les mentalités, les costumes, etc. auraient évolué. Il y a beaucoup de points communs avec notre monde. Simplement, dans les cités obscures, les choix sont souvent un peu plus bizarres et un peu plus radicaux.
Donc par exemple, quand on transforme une ville, on la transforme absolument. Donc si une ville est Art Nouveau, eh bien disons que c'est comme une ville que Horta aurait entièrement reconstruite. Si cette ville est d'optique futuriste, elle l'est intégralement. Donc on pousse une idée jusqu'au bout, ce qui nous permet au fond de développer là-dedans des fables. On s'inscrit dans une tradition oui, d'auteurs de récits et entre le réel et l'imaginaire, oui, le décalage temporel. C'est une façon d'aborder des thèmes de façon non frontale, assez ludique, mais en entretenant un rapport très serré avec le réel. Je déteste la science-fiction, je n'aime le fantastique que quand il est issu du quotidien, et par exemple je pense qu'un assez bon exemple de notre travail, quoique ce ne soit pas un album de la série des Cités Obscures, c'est le documentaire fiction Le Dossier B, qu'on avait fait avec Wilbur Le Cube. Et dans le dossier B, on part vraiment du documentaire, on part de la proximité avec Bruxelles, avec cette ville qu'on connaît, qu'on aime, qui nous agace, qui nous énerve, enfin comme tous les Bruxellois. Le côté labyrinthe. Voilà, et on donne une lecture de la ville qui peut passer par une interview d'archives de Charlie Depeau ou une interview réelle de Paul van den Boeynants, un des grands moments de ma vie, parce que j'avais réussi à le piéger complètement et à l'emmener sur un terrain de fiction, à le faire parler au fond de la ville de Bruxelles et faire répondre sérieusement dessus. Et je pense que ce film a marqué beaucoup de gens parce qu'il était, d'une certaine façon, une lecture à la fois très ludique et très plausible de la ville. Au fond, puisque les explications traditionnelles des ravages de Bruxelles n'étaient pas satisfaisantes, tentons une explication par le fantastique et elle n'est pas plus absurde. Et donc je crois que, avec Omnibus, mon premier livre, le dossier B est curieusement une des œuvres qui peut-être résume pas mal de facettes de mon travail. Mais donc ça voudrait dire que dans les cités obscures, enfin surtout peut-être dans Bruxelles, il y a ce côté belge qui est à l'œuvre. Est-ce qu'il y a une Belgique souterraine en tout ça? Oui, je suis un drôle de Belge. J'ai fait le trajet inverse de beaucoup de gens. Puisque donc, je suis français, j'ai passé mon enfance en Belgique. J'ai fait mes études universitaires à Paris. Je suis revenu en Belgique. Je me souviens, je suis venu m'installer à Bruxelles au moment où Conrad de Trey partait s'installer à Paris. Nous nous sommes quasiment croisés à la gare, enfin plus exactement à la librairie Macondo où je travaillais à l'époque. À mes débuts, il me dit, mais enfin tu es fou, tu as tout, là, tu étais à Paris, tu avais tout, et moi je monte à Paris, et toi qu'est-ce que tu fais? Bon, tu descends à Bruxelles. Et je pense On a parlé même d'une hémorragie des Belges quittant. Voilà, alors j'ai fait un trajet paradoxal, je crois qu'il y a très peu de Français qui sont venus s'installer. On se souvient plus de Michaud qui quittant Namur pour partir en France, etc. Et du coup, ça me donne un rapport peut-être assez décomplexé et relativement amoureux à la Belgique, à Bruxelles en particulier. Bon, je peux dire que j'ai quand même beaucoup donné entre Skeuten, Hergé, Magritte aujourd'hui et d'autres plus souterrainement. Je crois que j'ai un goût pour ce pays qui ne vient pas que de la bande dessinée, encore que c'est vrai que pour la bande dessinée, la Belgique n'avait rien de provincial. Donc en travaillant dans ce champ à Bruxelles, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir moins qu'à Paris, mais même dans d'autres domaines, j'ai peut-être aimé justement ce que j'appelais tout à l'heure le refus du grand genre. Je pense que le Belge, à travers le roman policier Simon, à travers Brel et la chanson, à travers la BD, à travers Jean Ray, etc., donne ce modèle un peu incertain, un petit peu instable, qui finalement m'allait assez bien. Et puis de toute façon, m'appelant Peters, ça paraissait un snobisme épouvantable que de prétendre être français, donc il était plus simple de rejoindre Bruxelles et de m'y fondre au milieu de tous les autres Peters.